vous répondre sur certains points et vous pouvez compter sur cela, évidemment. Vous l'imaginez, le Conseil des ministres a commencé par un point sur la situation sanitaire. Nous avons encore devant nous plusieurs mois difficiles et nous avons encore devant nous un temps où nous devrons vivre avec ce virus avant de pouvoir retrouver le cours de nos vies normales. Aujourd'hui, le virus circule moins vite, moins fort en France que chez beaucoup de nos voisins européens, mais la situation reste pour autant évidemment préoccupante. Nous sommes depuis plusieurs semaines à un plateau relativement haut, avec en moyenne autour de 15 000 contaminations par jour. Le virus circule, il circule très activement, plus activement dans un certain nombre de territoires, notamment dans l'est du pays, où, vous le savez, le couvre-feu a été avancé à 18h dans une quinzaine de départements. Le président de la République l'a souligné en ouvrant ce Conseil des ministres. Le premier défi de l'année 2021, c'est évidemment de continuer à protéger les Français de la Covid-19 et de gagner cette bataille. Protéger les Français, c'est prendre les mesures de freinage qui s'imposent, même quand elles sont difficiles, c'est continuer à anticiper du mieux que nous pouvons dans le cadre d'une épidémie et face à un virus dont, vous le savez, nous découvrons encore beaucoup de choses. Protéger les Français, c'est continuer à accompagner les secteurs qui souffrent, à mettre les moyens nécessaires pour protéger nos entreprises, pour protéger nos emplois, comme la vie des Français. Et puis, poursuivre ce combat, c'est évidemment aussi poursuivre la stratégie vaccinale, mener efficacement cette campagne de vaccination, et le président de la République a à nouveau été très clair sur ce point. Nous n'avons qu'une option sur la table, celle de réussir. Nous avons établi une stratégie vaccinale progressive, vous le savez, en nous fondant sur les recommandations de la Haute Autorité de Santé, et après avoir consulté les experts médicaux, les élus, et avoir débattu de cette stratégie vaccinale au Parlement. Cette stratégie a été exposée en décembre au Parlement, débattue devant le Parlement. Elle implique de vacciner en premier, vous le savez, ceux qui sont les plus fragiles, notamment les résidents des maisons de retraite, qui représentent 1% de la population, mais un tiers des décès de la Covid. Nous allons élargir les publics cibles, et nous avons d'ailleurs déjà commencé à le faire. Tous les soignants de plus de 50 ans peuvent ainsi d'ores et déjà se faire vacciner. Nous allons multiplier le nombre de centres de proximité pour les soignants et bientôt pour les personnes âgées de plus de 75 ans en population générale. Ainsi, depuis ce matin, le nombre d'hôpitaux pouvant vacciner a été multiplié par 3 et nous ouvrons 100 centres destinés à la ville. Ce n'est qu'un début, nous en ouvrirons 300 la semaine prochaine et 500 celle d'après. Les vaccins continuent à arriver sur notre sol. Nous en aurons ce soir un total d'1 million de doses et nous recevrons 500 000 doses supplémentaires par semaine pour ce qui est du vaccin Pfizer-BioNTech. J'ajoute que l'Agence européenne du médicament a rendu sa décision sur l'autorisation du vaccin Moderna et vous le savez, la Haute Autorité de Santé rendra son avis très rapidement, ce qui nous permettra également d'être approvisionnés pour ce vaccin à raison de 200 000 doses sur le premier mois, puis de 500 000 doses par mois. Le président de la République a évidemment profité de ce conseil de rentrée pour rappeler que, à côté de la gestion de la crise sanitaire, se poursuit évidemment notre volonté de réformer le pays et la promesse que nous avons faite devant les Français en 2017 d'accomplir de grandes réformes sociales notamment. Cette année en est un bon exemple et cette rentrée en est un bon exemple puisqu'au 1er janvier 2021, vous le savez, entrée en vigueur du reste à charge zéro pour les lunettes, les prothèses auditives et dentaires. Les APL seront désormais calculés sur les revenus actuels et non plus sur 2 ans, ce qui permet davantage de justice dans leur versement. Le président de la République était hier en déplacement à Tours, à la CAF, puisque vous savez que désormais, les caisses d'allocation familiale pourront intervenir directement pour que chaque personne touche effectivement la pension alimentaire qui lui est due pour élever ses enfants. C'est un progrès social majeur pour plusieurs centaines de milliers de femmes, notamment dans notre pays. D'autres mesures importantes entrent en vigueur. Je pense à la question de la lutte contre les déchets, puisque cette lutte continue avec l'interdiction de nouveaux produits plastiques à usage unique. Nous poursuivons donc les réformes, en plus de la lutte contre l'épidémie. Et les premiers mois de l'année permettront de renforcer encore cette
lutte pour la défense du climat, avec le texte de loi qui sera proposé au Parlement à l'issue des travaux de la Convention citoyenne pour le climat, pour donner aussi à notre République plus de force et plus d'armes pour défendre ses valeurs et ses principes, avec le projet de loi confortant les principes républicains. Un séminaire gouvernemental se tiendra la semaine prochaine, mercredi 13, autour du président de la République et du Premier ministre, et il permettra de continuer à travailler sur ces grandes priorités qui nous réuniront dans les prochains mois. Mesdames et messieurs, ce Conseil des ministres a été l'occasion d'une communication du Premier ministre sur le Brexit, après l'accord conclu entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Cet accord marque l'aboutissement d'un processus commencé il y a 4 ans, quand les Britanniques ont décidé de quitter l'Union européenne. Beaucoup avaient alors fait le pari de la désunion de l'Europe. Il n'en a rien été. Pendant toutes les négociations, nous avons fait bloc et nous avons obtenu ainsi la défense des intérêts de l'Union européenne et des intérêts de notre pays. L'accord qui a été conclu est le reflet de cette unité entre les pays de l'Union européenne. Il atténue l'impact du Brexit pour nos concitoyens. Je pense en particulier évidemment au transport, à la pêche ou à la sécurité, tout en s'assurant que la Grande-Bretagne, en sortant de l'Union européenne, ne puisse évidemment pas bénéficier des mêmes conditions favorables que lorsqu'elle en était membre. Ainsi, nous avons fait preuve d'une attention particulière concernant les services financiers ou les normes sanitaires, sociales et environnementales que la Grande-Bretagne devra maintenir. Nous avons désormais une nouvelle relation à inventer avec le Royaume-Uni. Cet accord en pose des fondements solides et nous veillerons à ce qu'il soit évidemment très strictement respecté. Le Conseil des ministres a également été l'occasion d'examiner 4 textes que je vais très brièvement résumer. La ministre de la Transformation et de la Fonction publique a présenté un projet de loi de ratification d'une ordonnance sur la santé et la famille dans la fonction publique. Ce texte permet notamment de mettre en place le congé paternité de 30 jours pour les agents de la fonction publique. Il permet aussi de mieux tenir compte des conditions de santé des agents, notamment en facilitant l'accès au mi-temps thérapeutique ou en garantissant l'accès au congé de longue maladie. Le ministre des Outre-mer a présenté un projet de loi de ratification d'une ordonnance adaptant à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française les dispositions de la loi relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique. Très concrètement, il s'agit de faciliter la vie des élus de ces collectivités en leur donnant plus de prérogatives ou en donnant la possibilité aux maires de demander aux commissaires de se positionner sur une question de droit. Le ministre de la Justice a ensuite présenté un projet de loi ratifiant une ordonnance qui crée au sein du Code de commerce un chapitre relatif aux sociétés cotées. Je n'entre pas dans beaucoup de détails, mais pour résumer, ces sociétés n'avaient pas encore de chapitre dédié au sein du Code de commerce et c'est désormais chose faite. Enfin, dernier texte de ce Conseil, un décret relatif à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Ce décret est la suite logique de la création qui a été engagée en 2018 de cette inspection unique qui regroupe 4 inspections. Il permet notamment la mise à disposition de fonctionnaires aux origines et aux profils divers au sein de l'inspection. Dernier point à l'ordre du jour de ce Conseil, une communication de la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion sur les réformes prioritaires de son ministère. Depuis le début du mandat, nous avons une grande priorité, permettre aux Français de trouver un travail et libérer l'emploi dans notre pays. Nous avons profondément réformé le travail et posé des fondements solides, des fondements sains qui nous permettent aujourd'hui encore de tenir malgré la situation sanitaire et économique. Ce sont ces réformes qui avaient permis, juste avant la survenue de la crise Covid, d'atteindre le plus faible niveau de chômage en France métropolitaine depuis 10 ans. Ainsi, la ministre a rappelé l'engagement sans faille du gouvernement pour l'apprentissage. Nous l'avons réformé, nous l'avons incité, nous l'avons développé et pour l'année 2019, nous avions connu une année record en nombre de contrats d'apprentissage signés. Et vous savez que nous avions une grande inquiétude à l'occasion de cette crise économique qui découle de la crise sanitaire. C'est que ce record absolu, très important que nous avions obtenu en termes d'apprentissage dans notre pays en 2019 ne soit pas réédité en 2020 en raison des circonstances économiques. Grâce aux primes prévues dans le plan jeune, jusqu'à 8 000 € pour l'embauche d'un apprenti, l'année 2020 a dépassé le record de 2019 en termes de nombre d'apprentis. 440 000 contrats d'apprentissage ont été conclus sur l'année et nous continuerons à fortifier cette dynamique. Ces résultats sont importants. Ils sont importants pour nos jeunes, pour les former, pour leur permettre de trouver un emploi. Ils sont importants pour nos entreprises qui peuvent ainsi former des jeunes aux compétences dont elles ont et dont elles auront besoin dans les années à venir.
Ce sont ces résultats qui témoignent aussi de toute la justesse de la réforme de 2018, de réforme de l'apprentissage, qui, à l'époque, avait été contestée ou avait suscité des questions chez certains. Nous voyons bien qu'elle continue à s'appliquer et à donner des résultats importants. La jeunesse est au cœur de notre politique en matière d'insertion. Ainsi, 560 000 parcours d'insertion dédiés aux jeunes ont été lancés. Une plateforme numérique, véritable bon coin de l'emploi pour les jeunes, a été mise en ligne et près de 1000 entreprises y postent déjà des offres. Quant aux aides pour les entreprises qui embauchent des moins de 26 ans, elles ont permis là aussi de maintenir le nombre de recrutements de jeunes de moins de 26 ans depuis qu'elles ont été mises en place cet été sur 2020 par rapport à 2019. Depuis août 2020, plus d'1 million de jeunes de moins de 26 ans ont été recrutés en CDI ou en CDD de plus de 3 mois. C'est un niveau donc quasi équivalent à celui observé en 2019 malgré la crise. Maintenir l'emploi, maintenir le pouvoir d'achat, c'est également l'objectif de toutes les aides que nous avons mises en place depuis la crise. Je pense au chômage partiel, dont près de 9 millions de salariés ont bénéficié au printemps. Je pense au chômage partiel de longue durée, à l'activité partielle de longue durée, qui protège aujourd'hui près de 400 000 personnes des secteurs les plus durablement et les plus durement impactés par la crise. Notre soutien n'a jamais manqué, il ne faiblira pas en 2021 et plus de 10 milliards d'euros sont d'ores et déjà prévus pour l'activité partielle. La ministre a enfin insisté sur l'importance que nous avons donnée à la formation, tant pour accompagner nos jeunes que pour permettre à chacun de trouver un métier et peut-être un nouveau parcours de vie, une nouvelle voie dans une filière porteuse. En 2020, près de 2 millions de personnes au total ont ainsi engagé une formation, soit grâce au plan d'investissement dans les compétences que nous avons mis en place, soit grâce au compte personnel de formation. Enfin, la ministre a voulu rappeler notre action pour garantir l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. C'est un engagement de longue durée, c'est un combat, vous le savez, que nous menons et qui s'inscrit dans le prolongement de la grande cause du quinquennat. Un index de l'égalité qui mesure l'égalité salariale entre les femmes et les hommes doit être obligatoirement calculé et publié pour toutes les entreprises de plus de 50 salariés. Par ailleurs, les entreprises qui bénéficient d'aide de France Relance devront publier l'intégralité de leur index et afficher ainsi leurs objectifs pour les atteindre. Voilà, mesdames, messieurs, un résumé de ce premier Conseil des ministres de l'année 2021. Et comme à chaque fois, je me tiens désormais à votre disposition pour répondre à vos questions. Bonjour, Loïc Signor pour CNews. Vous parlez de la création de centres de vaccination. Le président lui-même, je crois, a parlé de 5 à 6 par département. Est-ce que vous pouvez nous dire où seront ces centres? Est-ce qu'ils seront restreints à l'hôpital ou est-ce que vous allez vous appuyer sur les centres de vaccination que proposent de mettre en place les élus locaux? Certains sont déjà prêts, comme à Cannes, et ils regrettent, ces élus, de ne pas être associés à la stratégie de vaccination mise en place par le gouvernement. Alors, je pressens que nous abordons une série de questions consacrées à la Covid-19 et je veux donc d'ores et déjà rappeler qu'une conférence de presse se tiendra demain avec le Premier ministre et le ministre des Solidarités et de la Santé et que donc un certain nombre de réponses aux questions que vous serez amenés à me poser seront faites à ce moment-là. Mais je peux d'ores et déjà commencer à répondre aux questions auxquelles je peux répondre. Pour vous répondre, donc, j'ai indiqué dans mon intervention que le nombre d'hôpitaux qui permettent de vacciner des soignants a été multiplié par 3 ce matin, qui va continuer à monter en puissance. Et comme vous l'avez rappelé, le président de la République a indiqué 500 à 600 centres dans les prochaines semaines, c'est-à-dire 5 à 6 par département. Je veux redire ce qu'a dit d'ailleurs le ministre des Solidarités et de la Santé depuis le début de la définition, puis de la mise en œuvre de cette politique vaccinale, c'est que cette campagne de vaccination, nous la réussirons avec les élus. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle a été élaborée en étroite concertation avec les associations d'élus, avec le Parlement. C'est la raison pour laquelle des réunions se sont tenues quasiment chaque semaine, depuis maintenant plusieurs mois, avec des associations d'élus, parfois les représentants chargés des questions de santé au sein de ces associations et de ces fédérations. Et évidemment, le travail va se poursuivre. Vous savez que nous sommes sur une première phase qui couvre le mois de janvier, avec un nombre de doses que vous connaissez, qui permet de vacciner 1 million de personnes, et que va se mettre en place une série de phases qui vont permettre d'élargir au grand public. Et évidemment, dans ce contexte-là, les élus peuvent tout à fait proposer, j'ai d'ailleurs déjà eu l'occasion de le dire, des lieux qui permettent d'accueillir des vaccinations, qui pourront d'ailleurs démarrer dès le mois de janvier, puisque le ministre de la Santé a annoncé que les vaccinations destinées aux personnes de plus de 75 ans en ville démarreraient dans le courant du mois de janvier. Et évidemment qu'il y a ce travail au niveau local pour identifier des lieux en lien avec les élus locaux. D'ailleurs, se tiennent
des réunions au niveau départemental qui associent la préfecture, l'agence régionale de santé, les élus locaux pour bâtir ensemble au niveau très local cette campagne